Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, Délivrez-vous est à la boule 10, au numéro 10. Nous avons effectué ce déplacement pour rencontrer l'une des sommités de la littérature, de la pensée haïtienne. Ça fait 100 ans que l'aventure Odette Roy-Fonbrun dure. 100 ans qu'elle est parmi nous, 100 ans pour proposer de la valeur, de l'intelligence et de l'amour. Nous sommes donc chez elle, sur sa terrasse, toute une équipe y est. Madame Fonbrun, bienvenue à Délivrez-vous. Merci de venir jusque chez moi pour m'interviewer. J'en suis vraiment très reconnaissante parce que me déplacer est plus difficile. Ouais. Alors, il faut dire que Odette Roy-Fonbrun est très connue dans le milieu de la littérature jeunesse. Il y a très peu d'enfants qui fréquentent des bibliothèques qui n'ont pas été exposés à votre plume. D'où vous est venu ce besoin de proposer du texte pour les plus jeunes? Je dois dire que ce n'est pas seulement pour les plus jeunes. Je suis hantée par les problèmes, que ce soit de la jeunesse, que ce soit des adultes, que ce soit du pays. Donc j'écris à différents niveaux, m'adressant vraiment, en fait, aux problèmes du pays. Donc même à la jeunesse, mes livres présentent quelque chose du pays. Si vous prenez les romans policiers, chaque roman policier se passe dans un milieu différent et qui présente ce milieu à l'enfant pour lui faire connaître son pays, ses originalités, ses valeurs. Est-ce que vous avez l'impression d'être quelque peu une enfant quand vous écrivez pour des enfants? Il faut quand même avoir le parler enfantin pour y arriver. Mais il faut bien. Et comme j'ai eu beaucoup dans la famille d'enfants, j'ai été en contact avec les enfants, avec leurs problèmes, avec leurs désirs, avec leurs souhaits. Donc je pense que ça m'a influencé. Mais quand vous me dites les livres et moi, je crois que je vis au milieu de livres, je vis dans les livres et j'écris des livres. Donc les livres et moi, c'est du matin au soir et du soir au matin. Et je pense que quand on me montre les livres que j'ai écrits, je suis moi-même étonné d'avoir écrit tous ces livres, autant de livres. C'est vrai que vous avez derrière vous une grande littérature, mais j'ai une question qui va peut-être s'attaquer à votre mémoire. Est-ce que vous avez des souvenirs de vous écrivant votre premier texte? Je n'en doute pas, parce que je n'avais pas pensé écrire. N'était-ce M. Deschamps-Père, Henri Deschamps-Père, qui était un homme de grande taille et une sorte de dictateur, qui m'a imposé d'écrire. Je lui ai dit, je ne suis pas écrivain. Il m'a dit, je vous ai dit que vous pouvez écrire et vous allez écrire. Et il m'a donné du matériel à aller écrire. Et je me suis mise à écrire. Mon premier livre qu'il m'a fait écrire était un livre de morale et éducation civique. Ouais. Donc, je me suis trouvée en face de ce matériel et j'ai pris la plume et j'ai commencé à écrire. Et je n'ai jamais plus déposé la plume. Ouais. Ma vie en 4 temps. Vous écrivez « Je suis né à Port-au-Prince, au Bois-Vernat, bastion, disait-on, de la bourgeoisie mulâtre de l'époque. Cette bourgeoisie, dont faisaient partie mes parents, n'en comportait pas moins nombre de familles noires et des 10 mulattes plus foncées que claires de peau.
Mes oncles et tantes, mes frères et sœurs allaient, moi comprise, du blanc aux yeux clairs au noir d'ébène, en passant par tous les tons de griffes. Mais, originalité haïtienne, cette bourgeoisie n'avait ni compte en banque, ni coffre-fort. Ses seules richesses, à de rares exceptions près, étaient éducation et culture. Voici une bourgeoisie haïtienne qu'on ne connaissait pas, une bourgeoisie sans compte en Je banque. peux vous le dire, et j'insiste, cette bourgeoisie était pauvre. Il y avait quelques rares familles riches qui étaient plutôt d'origine étrangère. Syro-libanaise. Non, Non. à ce moment-là, ce n'était pas encore libanais. C'était les Allemands, j'imagine. C'était plutôt allemand Et français. et jamaïcain d'origine comme Brandt, et ce monde-là. Et ceux qui étaient dans le café, comme les Wiener. Mais dans l'ensemble, ce qu'on appelait, et disons les sans-familles traditionnelles du pays, étaient pauvres, je dirais pauvres. Je n'ai pas dit misérables, mais pauvres. Ils dépendaient d'un chèque de l'État et le plus souvent qu'ils devaient escompter, on peut le contrôler avec la banque. Et en général, ils ne payaient pas les sœurs de la Lue du Sacré-Cœur ou de Saint-Louis quand ils n'étaient pas en fonction. Et ces congrégations attendaient qu'ils soient encore en fonction pour être payés. Donc c'était des familles pauvres. Et je dirais que je ne vais pas rester sur ce sujet, voulant plutôt parler d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Oui. Et parmi ces sujets, l'éducation civique. L'éducation a été, dès ma sortie de l'école normale, un souci, puisque, par exemple, il n'y avait pas d'éducation préscolaire. Donc, je me suis attaqué à ce problème. Oui. Laissez-moi le dire, vous avez fondé la première école maternelle en Haïti. Absolument. Et c'est-à-dire que, pour moi, j'étais entouré de problèmes vrais du pays, parce que même à l'école normale, on nous enseignait des choses et je voyais que ça n'existait pas dans la réalité. Donc j'étais confronté déjà au départ aux problèmes du pays. Et je crois que toute ma vie a été consacrée à résoudre les problèmes d'autrui et les problèmes du pays. Est-ce que vous pensez, Odette Wafombrun, que l'éducation civique a échoué avec votre regard de centenaire? Il est évident que si je vois des jeunes étudiants en train de craser, briser, quand je les regarde dans la rue, en train de vraiment vociférer, craser, briser, je me dis que l'éducation civique a échoué. Car ce sont ces jeunes qui représentent l'avenir du pays. Ce sont ces jeunes qui auraient dû être déjà réunis pour étudier les problèmes de leur communauté, chercher des solutions. Tout problème a une solution. Ce n'est pas dans la rue, dans craser, briser, qu'on va trouver. Oui, ça peut se gérer sur d'autres terrains. Donc je peux dire que pour moi, l'éducation civique a échoué parce que j'ai écrit l'histoire d'Haïti. J'ai vécu les divisions constantes dans notre histoire. Et à l'heure actuelle encore, je retravaille l'histoire. J'ai fait cette histoire de Saint-Domingue. Et toute l'histoire de Saint-Domingue, vous allez voir ces forces du pays qui s'entredéchirent, qui écrasent. C'est triste. Et à l'heure actuelle encore, avec des historiens, nous retravaillons une histoire. Et pour revoir que nous arrivons à Martelly, on s'arrête au début de Duvalier. Ok, Duvalier fils. Oui, Duvalier fils.
et de voir encore les mêmes divisions, qu'on entend des nouvelles, encore les mêmes divisions. Est-ce que 1804, les divisions qui minent Haïti sont des divisions de classe, c'est-à-dire des divisions qui opposent mulâtres et noirs? Bon, il y a eu des oppositions mulâtres et noires, mais vous avez bien vu qu'ils sont arrivés à réaliser qu'ils devaient s'unir. Oui. Et c'est parce que cette union a été réalisée qu'on a pu arriver à proclamer l'indépendance d'Haïti. C'est sur la base de l'union qu'on avait combattu l'esclavage. C'est sur la base de l'union qu'on a réussi à combattre le colonialisme. Donc, ça veut dire que nos hommes politiques actuels auraient dû réaliser qu'il faut cette union. Il faut une combine nationale. Oui, c'est ça votre combat. Mais évidemment, c'est clair et net que tous ces jeunes que vous voyez là viennent de l'intérieur du pays. Où se trouvent toutes nos richesses? À l'intérieur du pays. Dans le pays en dehors se trouvent toutes les richesses nationales que l'on pourrait exploiter. Et au lieu d'exploiter ces richesses nationales, on les laisse, je veux dire, à la dérive. Et parce qu'on en détruit constamment. Vous avez des gens qui vont prendre des roches, des forts pour construire leur maison. Oui. Donc il n'y a pas d'éducation civique. On ne respecte pas ces valeurs. L'intérêt pour le bien commun, on a presque perdu. Le capital à exploiter. Ouais. Et je crois que ma bataille actuelle, parce que j'ai fait plusieurs combats au point de vue politique, je n'en parlerai pas en ce moment, mais le combat actuel, le problème majeur que tout le monde voit, constate, c'est la misère. Oui, en effet. Et vous avez vu M. Orcel décrire cette misère dans laquelle il a vécu. Et maintenant, vous avez cette expression-là actuellement. Ouais, c'est vrai que nous sommes dans une précarité. Et au lieu de chercher les solutions, comment combattre cette misère, eh bien, la solution est là. Et moi, je propose la dynamisation des départements. Et si chaque département, au lieu d'entendre les sénateurs et députés harceler le Premier ministre avec les problèmes de leur département, avec les problèmes de leur commune, ils se mettaient ensemble justement pour exploiter les richesses qu'il y a dans leur département. Mais dites-moi, Madame Fonbron, quand vous avez 20 ans, nous sommes en 1937, comment va la littérature en Haïti? Qui est écrivain? Qui publie des livres en 1937? Bon, je dois vous dire que pour le moment, je ne peux pas essayer de me souvenir de qui écrivait. Il y avait Price Mars, et on lisait les livres de Mandiou. Mais vraiment, ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir les personnages qui proposaient des solutions au pays. Alors moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'à l'époque, l'écriture était la chaste gardée de quelques clans? Là, en 2017, tout le monde écrit. Bon, mes amis, soyons clairs. On a une éducation, majorité, le pays tout entier parle créole. Oui. On met des enfants et pour le français. Ils ne parlent pas français et on leur donne des livres en français. Ouais. Donc vous savez très bien qu'il y a une grande majorité qui n'a pas réussi. Mais vous avez eu des écoles extraordinaires comme le Sacré-Cœur, la LU et le séminaire qui ont formé vraiment des personnes de valeur. Et ce sont ces personnes-là qui ont occupé les allées du pouvoir et ce sont ces personnes-là qui ont écrit. Donc je ne pense pas qu'on puisse trouver des masses d'écrivains de cette majorité nationale qui n'étaient pas éduqués. Ouais. Donc c'est clair. Voilà.
Alors là, nous sommes dans votre livre, Ma vie en 4 temps. Nous sommes à la page 25 où vous parlez de votre adolescence. On sent que c'est une adolescence qui va vaciller entre Kinskov, Pétionville pour la maison de vacances et le Bois-Vernat. Bon, je dois dire que ma jeunesse de Port-au-Prince, c'était le Bois-Vernat, c'était la Lue, le Sacré-Cœur et le Champ-de-Mars. Ça s'arrêtait au Champ-de-Mars, puisque si on devait faire une petite sortie, tout se faisait à pied. Oui. Il n'y avait pas de transport. On allait à pied du Bois-Vernat au Champ-de-Mars pour aller à un cinéma. Et c'était 2 cinémas qu'il y avait au Champ-de-Mars. Et le dimanche, le concert au kiosque Occidenti, où on allait se promener au Champ-de-Mars pour le concert Occidenti. Mais tout se faisait à pied. J'ai fait l'école normale en allant à l'école tous les jours à pied, du Bois-Vernat au Champ-de-Mars. Et quand je suis allée à l'école de médecine, c'est ça qui était le plus dur, de traverser le Champ-de-Mars sous le soleil de midi pour arriver à l'école de médecine. Donc c'est dire que... C'était donc une ville, c'était un Port-au-Prince où on pouvait marcher à pied à toutes les heures. Je peux vous dire que quand j'étais à la Lue et que je remontais la route de la Lue l'après-midi, c'est très simple. La majorité des dames s'installaient devant leur barrière sur le trottoir pour bavarder. C'était comme leur salon. C'était le salon du peuple. C'était propre et on montait toutes ces dames assises sur le trottoir devant leur barrière, bien habillées pour bavarder. Et c'est là que vraiment les voisins se rencontraient, s'asseyaient la pour rue bavarder. était vraiment le salon ou bien du peuple. sur les petites galeries. Donc c'était le salon du peuple. La rue était propre. On circulait. C'est très simple. Nous circulions tout le Bois-Vernat. On descendait à droite, à gauche. On allait chez les uns ou chez les autres. Toujours à pied, mais dans une des rues propres. Voilà. Et on descendait au Champ-de-Mars dans des rues propres. Alors, nous allons continuer à voyager dans votre livre, Ma vie en 4 temps. Vous parlez d'un certain Jacques Maritain. Vous dites que Jacques Maritain fut à l'origine d'une crise de mysticisme qui faillit me mener au couvent. C'est qui ce Jacques Maritain? Bon, Jacques Maritain, c'est un écrivain français, mais très catholique. Et quand il est venu en Haïti et qu'il y avait ce congrès des philosophes, et Jacques Maritain était là, et je peux dire que Jacques Maritain m'a frappé. C'était une pensée tournée vers le dedans. Il était le plus modeste parmi nos philosophes qui se vantaient d'être philosophe. Pas lui ne se vantait pas d'être philosophe. Et ça m'avait frappé, cette modestie et cette valeur qui était basée sur la religion. Et je pense que ça m'avait influencé et un peu dans ce sens. Mais finalement, pourquoi vous n'avez pas été au couvent? Eh bien, parce qu'il y a eu Marcel Fonbrun. Où aviez-vous rencontré Marcel Fonbrun, qui est le seul amour de votre vie, si on a bien compris? Je dois dire que... Vous n'avez aimé qu'un homme en 100 ans d'existence. Je dois dire que la première fois, j'étais à une fête chez des amis et j'étais assise plutôt dans la cour à bavarder avec des amis quand l'une d'elles est venue me chercher en me disant: il y a un petit jeune homme qui vient de Paris, qui venait de France et qui veut quand même te rencontrer. Et c'est ainsi qu'on me l'a présenté et qu'on a dansé à cette fête. Donc ça a été vraiment la première rencontre. Mais les années, on a eu, je dois dire, et en ce temps-là, les rencontres de jeunes, je dirais c'était plus que très sain. C'était culturel. C'était, on se voyait, on ne se touchait pas beaucoup. On a nos conférences. Et le dimanche matin, il y avait le club où quelqu'un prononçait une conférence.
Et ensuite, ils te font tissu et pieds. Oui. Mais ça s'arrêtait là. Mhm. Donc, les rencontres, en ce temps-là, Ouais. n'étaient pas ce que je vois. Mais à l'époque, Aujourd'hui. comment les jeunes amoureux que vous étiez faisaient pour communiquer? Il n'y avait pas de WhatsApp, pas de téléphone, Oh, pas d'Internet. Jamais. Comment des amoureux communiquaient à cette époque-là, dans les années 50? Bon, non, comme je vous dis, c'était dans des rencontres de conférences. Mhm. Et je t'ai fait un tissu et pied le dimanche matin Mhm. après la conférence. Mhm. Et on se réunissait pour des conférences. Mhm. Donc l'un d'eux nous préparait une conférence. Ouais. Et j'ai préparé ma conférence, il a préparé sa conférence, un autre ami. Et c'est ainsi que les rencontres étaient plutôt culturelles. Ouais. C'était pas C'était comme des rencontres aujourd'hui. saines. Mais Là, ça, maintenant, ouais. je suis dépassée. Alors ça, c'est votre histoire avec Marcel Fonbrun. Mais votre sœur Maïette était en couple avec Jacques Roumain. Et vous racontez ça aussi dans votre livre. Et ça s'est un peu mal fini entre ces deux-là. Bon, évidemment, ils étaient fiancés. C'était quelque chose de... Et Jacques Roumain s'est trouvé en prison. Oui. Et comme il était en prison, il avait un journal. Le petit impartial. Et celui qui dirigeait le journal a écrit quelque chose qui ne nous plaisait pas concernant mon père, je suppose. Mhm. Et à ce moment-là, honneur oblige, elle a retourné la bague. Mais ils se Mais sont moi, revus j'aurais après. préféré vous parler Oui. de mes livres actuels Oui. et qui m'intéressent. Et les livres, je vois que vous êtes resté sur ma vie Oui. en 4 ans. Mais moi, je suis sur la dynamique et je Mhm. ne suis plus sur ma vie en 4 ans. Je suis sur la... Hein? Non, on va explorer vos livres d'histoire sur les autres séquences de l'émission. Mais là, je souhaitais absolument vous présenter à mon public. Ah, Voir bon, votre eh bien, parcours, d'accord. votre adolescence, Donc, je votre continue. jeunesse. Et aussi vos engagements politiques, pourquoi pas. Absolument, mais de ma vie en Oui. 4 ans, en 3 ans, je suis Vous déjà engagé. Ouais. Et je me rappelle quand j'étais à Miami, quand on m'a appelé pour me dire que j'avais été choisi Oui. avec Marguerite de Renoncourt pour l'avant-projet de constitution. Parce que je m'étais battu déjà en politique. Et quand en 86, je suis rentré avec toute ma fougue, mon enthousiasme, parce qu'aux États-Unis, en exil, et nous nous étions vraiment battus aussi pour essayer de réunir les Haïtiens. Parce qu'il y avait déjà, là encore, la division dans l'exil. Parmi les exilés, il y en avait qui étaient communistes, d'autres étaient socialistes. Donc on se battait pour leur dire, mais nous sommes là pour essayer de renverser Duvalier. Vous n'êtes pas communiste ou socialiste ou capitaliste. Nous sommes des Ouais. exilés. Il faut se mettre d'ailleurs le on but se commun, met unis, renverser Duvalier. Et vous n'allez pas obtenir des Américains qu'ils appuient votre mouvement si vous êtes divisés. Oui, d'autant s'il est estampillé mouvement communiste. Mesdames et messieurs, Odette Roy-Fonbrun est sur le plateau Délivrez-vous. Délivrez-vous spécial, nous sommes en déplacement, nous sommes chez Madame. Le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
De retour sur ce plateau, délivrez-vous spécial avec Odette Roy-Fonbrun. Une littérature fascinante et foisonnante est derrière Madame. Ça fait quand même, je le rappelle, 100 ans que l'aventure dure. Et Madame brille de santé, brille de forme. Nous allons continuer à arpenter la vie de cette femme dans ma vie en 4 temps. Nous allons voir ses combats, nous allons voir ses engagements. Et elle dit dans ce livre, Madame Fonbrun, que peut-être que la plus grande perte, le plus grand échec de votre génération, c'est de n'avoir pas pu venger les Haïtiens qui ont été massacrés par Trujillo. Il n'y a aucun doute que ce massacre a été un coup terrible porté à la jeunesse haïtienne. Elle ne pouvait rien faire. Et c'est pour ça qu'en général, on a été estimiste. Parce que Estimé, qui est alors ministre de l'Éducation nationale, il voulait faire quelque chose. Et c'est ainsi qu'il a organisé le mouvement sportif haïtien, formant les jeunes à une façon, de dire un peu militairement. Il faisait des parades extraordinaires qui disciplinaient cette jeunesse et qui chantaient jeunesse étudiante, etc. Et on espérait arriver à un moment donné à trouver une formule pour venger. Et nous avons été écrasés quand Vincent a accepté de l'argent. Et ça a été un coup très dur. Et une misère, hein? Une misère. Une misère, une misère. Et dites-vous que ça a été pour construire les colonies agricoles et qui avaient été bien réussi, je dois dire. Les colonies agricoles, et ces personnes-là avaient été installées sur des terres, produisaient des pommes de terre extraordinaires et nous les avons vus abandonner, retourner en République dominicaine. Pour continuer Donc pour nous, c'était vraiment un coup dur. Et un autre dossier que vous maîtrisez bien, c'est le coup d'État contre Leslie François Maniga. Vous parlez bien, vous relatez bien la chose. Il y a même un article de Charles Fonbrun, de mon fils Charles, qui est donc qui a raconté cette histoire de Maniga. Bon, Maniga, malheureusement, la manière dont il avait accepté le pouvoir diminuait l'admiration qu'on avait pour lui. Mais il se comportait très bien. Enfin, ça, c'est la politique avec les militaires qu'il a emporté. Il n'a pas été politicien avec Nanfi, et c'est ce qu'il a renversé. Il n'avait aucune raison d'être renversé. Et sinon, son manque de diplomatie. Son manque de tact a bien géré le rapport avec Nanfi. Oui, bon. En tout cas, je pense que je parlerai de cette époque, c'est d'avoir été invité à participer à la préparation de l'avant-projet de constitution. Et comme avant ça, j'avais présenté j'avais fait un tas de propositions avant, et quand on m'a invité, j'ai accepté. Je me suis dit, je vais essayer de faire adopter un peu de mes idées. Mais quand même, c'était des avocats qui avaient férus de droit constitutionnel et des lois et que je n'aurais pas pu concurrencer. Il fallait donc imprimer votre marque dans cette structure. Absolument, moi, les idées que je voulais faire passer, et pour avoir réussi, j'étais contre la division entre l'exécutif et le législatif. Il y avait constamment des conflits. Et donc, j'avais fait adopter ce que j'appelais la commission de conciliation, qui devait, quand il y avait difficulté entre l'exécutif et le législatif, on appelait la commission de conciliation pour arriver à, non pas tout le temps dissoudre et renverser pour la division. Mais Nanfi s'opposait un peu à ce projet. C'est rentré même dans la Constitution de 87. Est-ce que Nanfi n'était pas contre ce projet?
Est-ce que Nanfi n'était pas quelque peu contre ce projet? Henri Nanfi. Non, au contraire, il a été contre la Constitution de 87. Il était furieux contre la Constitution de 87. Il a présenté l'avant-projet de Constitution que, d'après lui, était bien. Et il a présenté ça. Ces constituants n'arrivaient pas à démarrer. Et il leur a dit, mais prenez l'avant-projet de Constitution. Mais ils l'ont pris, mais ils ont disloqué. Et ce avant-projet de Constitution. Mais Odette Wafombrun, vous opposez d'une fort belle manière deux formes de violence. La violence destructive et la violence constructive. Évidemment. Et si je me bats pour construire, je vais me battre avec toutes mes forces, toutes mes capacités. Je vais chercher quelles sont les possibilités de réaliser cette construction dynamique et unificatrice. Je mets tout mon poids dans la balance. Donc c'est pourquoi chaque fois, je propose, quand il y a un problème, je propose une solution. Et c'est pourquoi je me bats avec ces politiciens et qui ont pris les rues et que même des personnes comme Mme Maniga a pris la rue. Et je pense que ce n'est pas la voie constructive. La voie constructive, c'est de se mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes. Donc des solutions, je dirais, imposées au gouvernement, à forcer, pousser le gouvernement à adopter. Mais de manière pratico-pratique, comment peut-on mettre en place les combites? Comment voyez-vous cela dans la pratique? Mais quand je suis allé au concert de Sainte-Trinité, je peux vous dire tout de suite que pour moi, c'est la plus belle combite qui soit. De voir tous ces jeunes avec leurs violons, tous ces jeunes avec leurs violons, jouant, réalisant tout un grand concert sans fausse note. Chacun sait à quel moment jouer. Mais c'est une combite extraordinairement réussie. C'est cette combite qu'il faut peut-être mettre à l'échelle nationale mais et dans l'action évidemment. politique. Et quand je propose la dynamisation des départements, eh bien, c'est, je dirais, une combite qui doit être faite avec le sénateur, les députés, les maires de ce département. Ils doivent se mettre ensemble pour voir quelles sont les richesses qu'il y a dans ce département et comment ils vont exploiter ces richesses. Donc c'est chaque département qui va faire sa combite. Ces états généraux dont parle le président des états généraux, c'est ça. Ils vont se mettre ensemble comme états généraux. Ça veut dire que les sénateurs, les députés et les maires de cet endroit, ils vont se mettre ensemble et demander à chaque commune d'envoyer la liste des richesses naturelles, historiques qui se trouvent dans leur commune. S'il y a un fort, s'il y a une grotte et s'il y a une cascade, ils vont envoyer la liste de toutes ces richesses qu'il y a dans leur département. Et maintenant, c'est à partir de cette liste de richesses que cette combite, sénateurs, députés, maires, ils vont appeler des techniciens qui travaillent dans le département, qui sont fonctionnaires de l'État, pour maintenant se mettre ensemble pour bâtir la route touristique d'exploitation de ces richesses. Alors par contre, Odette Wafombrun, on a tendance à présenter Haïti comme un pays nécessairement agricole. Vous dites que l'agriculture n'est nulle part une source de richesse. C'est certain. L'agriculture on doit produire pour nourrir sa population. Ça, c'est la première chose, à pouvoir nourrir sa population. On peut exploiter, par exemple, avoir une culture à l'heure actuelle de produits qui n'ont pas
de choses artificielles. Oui. Hein, et maintenant, on peut exporter cette production. Donc je pense que... Là, c'est une richesse quand même. Si on C'est- arrive à produire Non, pour mais c'est exporter à une l'étranger. richesse. Mais ce n'est pas ça qui va faire des millions de devises Pour un rentrer développement économique dans le important. domaine économique. Partout, on a bien vu, ce sont des touristes qui représentent l'apport. Et l'autre apport des diasporas, on parle de la diaspora pour ces devises, je propose le touriste Lacaille. Le touriste Lacaille, c'est justement, vous avez à l'intérieur du pays, quand la diaspora dit que vous voulez venir en Haïti, vous voulez venir pour eux, Haïti, c'est Lacaille. Là où je trouve leurs morts, leurs familles, leurs terres, etc. Mais maintenant, ces personnes qui ont vécu à l'extérieur ont un standard de vie qu'il n'y a plus la caille. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? J'ai demandé à ces deux enfants qui avaient été voir leur grand-mère et du côté de Saint-Marc, ah bon, vous allez revenir? Et ils m'ont dit, oh non, on ne revient pas. Je dis, mais pourquoi? Il n'y avait pas de toilette. Oui, c'est Donc, vrai c'est qu'il y clair a... que pour que ces gens de la diaspora reviennent à la caille, il faut que la caille baille de l'eau avec toilette. Oui. Donc, il faut que la caille là fait un progrès. Et ces jeunes que vous voyez dans les rues, qui ont crasé, brisé, en général, c'est dans la caille ça ils sont sortis. Ils ont laissé la caille, ils ont quitté richesse de la caille, ils ont vu Port-au-Prince mourir grand goût, Ouais. dans la misère. Mais c'est peut-être parce que la caille n'a pas de moyen pour exploiter aux sociaux. Non, mais c'est justement pourquoi la proposition du touriste la caille fait que, et nous avions commencé, et c'était M. Mathias Pierre qui faisait, il avait bien député, faisait des séminaires de ces jeunes du pays la caille. Ouais. Alors, c'est ce que nous faisions, nous voulions faire à la Fondation. Donc ces jeunes, on prend une localité, on pense que cette localité a des richesses pour pouvoir se développer. Eh bien, ces jeunes qui se trouvent à Port-au-Prince, on va faire... Il y a moyen de les faire migrer vers leur localité d'origine. De leur localité d'origine. Et maintenant, ils ont pour but de présenter, d'étudier des projets pour cette localité. Absolument. Et quand ils étudient ces projets pour cette localité, on présente ces projets-là à la diaspora originaire de cet endroit. Donc que ces diasporas investissent maintenant pour dans ces qu'elles-mêmes projets. investissent la caille. Oui. Et Ça, c'est maintenant, très la bien caille pensé. va être modifiée. Absolument. La caille va être... Donc c'est ça le tourisme à caille. C'est pour que là, est une combite de la communauté, du pays en dehors, les jeunes originaires de cette Là, nous sommes communauté vraiment dans du la développement diaspora. intégral. Mais il vous faut parler de développement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire pour combattre la misère? C'est ça. Il faut produire la richesse, il faut se développer. Et comment peut-on produire la richesse? Nous avons les moyens de produire de la richesse, puisque avec notre histoire unique, et nous avons des sites incroyables et qui sont là, et des vestiges qui sont là. Et maintenant, Qui peuvent aider à donner à ce pays c'est pourquoi j'ai du rayonnement. présenté à l'Artibonite. Voici, c'est facile, vous de l'Artibonite. Voici sur la table. Voici la quantité de richesses Ouais. que vous avez. Plusieurs variétés de riz, le lalo et autres choses. Et vous Ouais. avez tout le circuit historique avec le fort. Alors, déjà, le palais a 365 portes. Et j'ai proposé d'en faire un musée de la mémoire. Oui. Et avec le palais. Je ne sais pas si ces jours-ci, on l'a utilisé à autre chose, parce qu'il me semble que le président Martelly avait pensé à autre chose. avait pensé à autre chose. Mais dites-moi, Mais j'ai Odette présenté Wafoura, en détail comment l'utiliser. et il faut dire que dans votre vie, vous avez vécu longtemps en Afrique également. Qu'est-ce que vous avez fait en Afrique? Partout où je vais, je pense que chaque pays a des richesses. Chaque
pays a quelque chose à offrir. Eh bien, dans chacun de ces pays, je me suis investi. Quand je suis arrivé au Congo, et je venais d'être proclamé indépendant, et il y avait des livres belges. Mais déjà, par quelles circonstances vous avez été au Congo? Et puis parce que mon mari a été envoyé de l'UNICEF, donc je l'ai accompagné, mais c'est lui qui était représentant de l'UNICEF, pas moi. Mais moi, je m'intéressais à la culture de l'endroit. Dans chaque endroit, j'ai écrit la vie des enfants de cet endroit. J'ai des manuscrits, j'ai une vitrine de manuscrits qui ne verront sans doute jamais le jour. Et il y en a qui ont vu le jour comme les contes africains, mais qu'il faudrait revoir. Mais immédiatement, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas utiliser des livres belges d'éducation civique. Et j'ai fait 2 livres d'éducation civique au Congo belge. Qui ont été utilisés par des jeunes Congolais, qui ont été utilisés dans des écoles congolaises. Absolument pas. Je les ai faits pour des polices qui faisaient l'éducation au Congo. Donc j'ai fait aimer ton pays et morale civique que j'ai laissé au Congo. Mais après ça, Mobutu a fait faire son catéchisme. Oui. En quelle année êtes-vous rentré en Haïti définitivement pour vous y installer avec votre mari? En 86. Ouais. Quand les Duvalier ont dit au revoir, eh bien, on est revenu au pays, puisqu'on était partis. Ce sont les Duvalier qui avaient menacé les frères Fonboin. Donc les 3 frères Fonboin sont partis, acculés par les Duvalier, abandonnant tous leurs travaux en Haïti. Ils avaient une compagnie d'assurance qu'ils ont abandonnée. Mais on est revenu au départ de Jean-Claude Duvalier. Et quand vous êtes revenu en Haïti, celui qui avait les coups des franches, celui qui avait la voix au chapitre, c'était ce prêtre de Saint-Jean-Bosco. Ça, je dois vous dire, bon, ça, je crois que j'aime mieux ne pas en parler. Parce que dès le premier jour que je l'ai entendu parler, et sa déclaration était, à mon sens, ne pouvait pas venir d'un prêtre. Donc j'ai trouvé ça étonnant. Ce n'était pas des appels à la violence, rassurez-moi. Certainement à la violence. Contre qui? Bon, je ne vais pas continuer dans ce domaine et je dirais que ce qu'il avait fait de bien, c'était la combite solidarité et pour reconstruire les écoles. Ça, c'était une initiative constructive. Et on a participé à cette lutte pour reconstruire les écoles. Et mes enfants, Mme Bayard, a été à l'intérieur et s'est vraiment démenée pour reconstruire les écoles qui avaient été endommagées. Donc ça, il avait fait une très belle chose qu'on appelle combite solidarité. Et c'est pourquoi mon livre, après, j'ai dit, mais puisqu'il a fait combite solidarité qui était réussi, on doit faire la combite solidarité nationale. Voilà, pour étendre la chose au niveau. À partir de ce qu'il avait fait, qui était bien. Voilà, c'est le même modèle qui a été utilisé pour continuer. Et j'ai dit, mais faisons la combite solidarité. Réussi, pourquoi ne pas faire la combite solidarité nationale? Voilà. Et j'ai expliqué comment je pense que ça pouvait se faire. Absolument. On va rentrer dans les détails dans un petit moment. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Délivrez-vous. Nous avons le plaisir d'être reçus par Madame Odette Roy-Fonbrun. Le temps de votre 2e respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile.
La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Toujours avec Odette Roy-Fonbrun pour parler de son œuvre, de son travail, de ses engagements. Maintenant, nous allons faire un plongeon dans Saint-Domingue, une anthologie d'histoire de la colonie française de 1697, donc du traité de Ryswick à 1804, où Haïti se proclame comme étant la première nation nègre indépendante au monde. Vous parlez, Odette Roy-Fonbrun, dans ce livre, des classes sociales à Saint-Domingue. Vous parlez des Blancs, par exemple, mais des divisions au sein de la classe des Blancs. Vous opposez les colons créoles et les colons non créoles. Ça, ce sont des nuances historiques importantes à saisir. Oui. Je dois dire, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'avais fini d'écrire mes histoires d'Haïti. J'aurais pu m'arrêter là. Mais quand j'ai fait mes histoires d'Haïti, j'ai mis des informations, des pages pour le maître, pour que le maître ait un peu plus que l'élève. Mais nous sommes arrivés à une situation misérable de ce pays que mes livres scolaires étaient trop chers. Donc, on a dû refaire, en enlevant toutes ces informations que j'avais mises pour les mettre, et faire des livres de leçons. Je les appelle des livres de leçons. Tous les autres livres, ce sont des livres de leçons. L'élève a son livre et le maître n'a rien d'autre que le livre de l'élève. Et là, c'est apprendre par cœur et réciter. C'est justement, donc il fait l'élève apprendre sa leçon, car lui ne sait pas plus que la leçon. À ce moment-là, je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Il faut que les maîtres aient à leur disposition quelque chose de plus que le maître. Il faut qu'ils puissent avoir des informations. Ensuite, il y a les chercheurs. Constamment, on fait des débats. Et tous ces chercheurs, quand on fait des débats, ils veulent citer des historiens qui ont dit ceci, qui ont dit cela. Par exemple, quand on a eu cette, je dirais, guerre concernant le drapeau, et on disait, oui, tel historien a dit ça, tel historien n'a pas dit ça, et c'est inventé, etc. Donc il fallait quand même que l'on puisse avoir pour les chercheurs, pour les professeurs, des informations qu'ont dit tous ces historiens. Alors on ne peut pas chaque fois aller chercher chaque livre de chaque historien. L'idée, c'était de faire un document de référence. Voilà, donc je me suis dit, on a besoin d'un document de référence. Donc le professeur, les chercheurs, quand on fait des débats, on peut tout de suite trouver que ce historien avait dit ou n'avait pas dit. Nous travaillons par exemple en ce moment sur l'histoire. Quelle tranche de l'histoire d'Haïti? En ce moment, la partie que nous refaisons, c'est à partir de 1915. OK. Donc de l'occupation américaine. L'occupation américaine et tout. Donc, chaque fois, il faut venir avec une caisse de livres. Une caisse de livres de référence. Est-ce qu'il avait dit ça? Est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit là? Il faut être sûr et chercher la référence. Soit authentique. Donc, chaque fois, il faut aller dans le livre chercher la référence. Donc, comme maintenant, sur Saint-Domingue, qui représente en fait toute notre histoire, à part l'Haïti des Indiens, car j'ai fait déjà l'Haïti des Indiens avec les historiens. Et j'avais décidé de faire toute l'histoire avec des historiens.
Donc le premier livre a été l'Haïti des Indiens. Et l'Haïti des Indiens, avec tous les historiens, ça avait été bien accueilli. Ce qui m'a encouragé. À continuer. Et m'a dit maintenant, il nous faut faire Saint-Domingue. Or, tous les débats concernant cette époque, il faut aller chaque fois. Qu'est-ce que tel historien avait dit? Il faut aller à la bibliothèque, chercher ce livre. Donc, votre idée, c'était de proposer un document exhaustif qui puisse permettre de saisir Saint-Domingue dans toute la portée de toute son l'histoire histoire. de Saint-Domingue, mais à travers les historiens qui ont raconté Travailler sur cette Saint-Domingue. thématique. D'où la notion Donc, de division qu'il y avait dans la classe des Blancs, des divisions qu'il y avait dans la classe des Affranchis. Je voudrais que vous entrez dans ces détails. Les divisions Je ne déjà pense chez les pas Blancs, ensuite chez les Affranchis. je ne vais pas entrer dans l'histoire de Saint-Domingue et les débats entre les Blancs, Qui étaient là, d'autres c'est qui sont toute nés sur le l'histoire de territoire. Saint-Domingue qui représente cette division. Donc Oui. on va lire, je devrais parler de toute l'histoire de Oui. Saint-Domingue. Les Parce affranchis que marrons. ça a été constamment et des luttes et jusqu'à ce que vous arriviez à Toussaint l'ouverture. Et quand vous arrivez à Toussaint l'ouverture, vous arrivez à à celui que je vénère par-dessus tout, car Toussaint l'ouverture est un génie. Ouais. Et je ne peux pas entendre qu'on me parle de problèmes de ceci ou de cela. Incroyable que cet esclave se soit élevé à cette compréhension de ce qu'étaient les États-Unis, de ce qu'était l'Angleterre. Il est arrivé à mettre les États-Unis et l'Angleterre dans sa poche. Le Spartacus noir. Non, mais c'est extraordinaire. Quand vous réalisez qu'à un moment de la durée, les États-Unis avaient mis un embargo concernant la vente d'arbres à Saint-Domingue. Saint-Domingue était toujours une colonie française. Toussaint l'ouverture a su tellement manipuler et les États-Unis et l'Angleterre qu'il a pu obtenir que le Sénat américain soulève l'embargo et autorise à vendre des armes à Toussaint l'ouverture. Oui, Pas à la France, seulement. pas Voilà. à Edouard. Donc vous voyez, et c'est lui qui a imaginé le Commonwealth. C'est Ouais. pas l'Angleterre. La Constitution de 1801, c'est le Commonwealth qu'il a proposé à la France. Alors, dans votre On livre que aurait nous été avons comme là... le Canada aujourd'hui. Oui, dans votre livre que nous avons là, Toussaint l'ouverture, le Spartacus noir, vous mentionnez la relation de grande complicité qu'il y avait entre lui et son maître. Entre Toussaint l'ouverture et son maître. Il y avait une relation de grande complicité. Son maître, grâce à Dieu, il a eu la chance d'avoir un maître humain. Oui, Il a eu un maître humain et il a été un petit peu, je dirais, son complice. Et vous l'amener comme cocher oui. et dans ses aventures et politiques. Donc, je pense que Toussaint l'ouverture devrait être, pour l'Haïtien, mis sur un piédestal. Comme étant celui qui a ouvert la voie, Absolument, qui a conçu. mais qui a quand même échoué. Oh, c'est pas lui qui a échoué, c'est Bonaparte qui a échoué. Sur son lit de mort, il a reconnu que s'il avait fait ce que Toussaint l'ouverture lui disait, il n'aurait pas perdu Saint-Domingue. Il n'aurait pas perdu. Mais Haïti serait comme la Guadeloupe maintenant avec Toussaint, non? C'est un peu le principe l'ouverturien. C'est faire de lui le chef des comme le armées, Canada. des armées françaises. Mais c'est pas Haïti souveraine avec Toussaint. Oui, c'est Haïti. C'est comme le Canada. Le Canada n'est pas souverain. Mais ils n'ont même Est-ce que le Canada n'est pas souverain? Ils n'ont pas de président. C'est Justement. la reine d'Angleterre. Eh bien, c'est l'Angleterre. Leur chef, si tu veux, Symbolique. symbolique, Ouais. c'est la Ouais. reine d'Angleterre, le Canada. Et le Canada n'est pas indépendant. C'est ce que Toussaint voulait. Il a dit pas de représentant de la France à Saint-Domingue. Aucun représentant de la France. Ça veut dire Saint-Domingue
entièrement indépendant, sous contrôle de Toussaint. Il ne voulait même pas un représentant, même pas un ambassadeur de France à Saint-Domingue, pour que ce soit vraiment Saint-Domingue indépendant. Alors, toujours dans votre livre Saint-Domingue, anthologie d'histoire de la colonie française, et vous mentionnez des informations importantes pour construire une mémoire historique. Quand vous parlez des empires africains d'origine, tout le monde dit on a eu des Africains qui sont arrivés ici, mais des empires d'origine, il faut les mentionner. Oui, l'empire du Ghana, l'empire Songhai. Que les Africains, on avait parlé des Africains, les esclaves enchaînés, etc. Je dis que l'Afrique avait des empires civilisés, avait eu des formations extraordinaires. Il faut bien que l'enfant sache que ce n'était pas une Afrique sauvage et sans cultiver, avec des va-nu-pieds qu'on avait pris et qu'on avait amenés comme esclaves. Et il y avait des empires civilisés, l'empire du Mali et tout ça, qui avaient des contacts avec l'Europe. Quand l'ambassadeur, le roi du Congo, a reçu l'ambassadeur de l'Espagne, je crois, c'est lui qui était sur le siège et l'ambassadeur qui était à saluer. Ouais, mais est-ce que vous avez l'impression qu'en Haïti, nous avons perdu le sens de l'histoire? C'est un pays qui roule en pilotage automatique, qui ne construit pas au bout de l'ancienne corde, comme auraient dit les Congolais. Mais je pense qu'il est évident que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la construction, ce n'est pas le développement. Ce sont des... Quand j'ai entendu à la radio, aux nouvelles, dire que des députés s'étaient dérangés pour aller au gouvernement demander de leur donner de l'argent pour qu'ils votent le budget. Que des députés pour voter le budget national, quand j'ai entendu ça à la radio, j'ai dit, mais je ne peux pas penser que ce soit possible que des députés qui déjà, dans le budget, reçoivent des millions. Alors, je pense que c'est un débat à faire. Et par exemple, c'est pour moi un débat à faire, c'est la construction du palais législatif. J'ai entendu le président du Sénat décrire ce palais législatif de luxe qu'on va construire et que tous les députés auront leur bureau. Mais je ne pense que il faut une nouvelle constitution. Et tous ceux-là qui proposent une nouvelle constitution balaient les députés. Ils ne seront pas à Port-au-Prince. Ou n'existeront plus, ou ils ne seront pas à Port-au-Prince. Et pourquoi est-ce que je vais construire ce palais pour les députés? Attendons qu'il y ait une nouvelle constitution pour voir si les députés existent, si ce n'est pas une chambre unique. Donc attendre. Et je pense que je mettrai toutes mes forces, et même si je ne sais pas qui va financer cette construction, mais j'aurais demandé de transférer à la construction du palais national, qui est symbole de la nation. D'abord, le palais national, qui était tellement extraordinaire, superbe, et qui était en somme, une représentation de la nation. Toute la portée symbolique de la chose. Mais vous avez travaillé sur l'histoire, vous avez travaillé sur l'histoire récente d'Haïti également. Quel est votre regard sur l'avenir d'Haïti? Comment voyez-vous ce pays dans les 20 prochaines années? Je préfère voir que ce que je propose va marcher, qu'on va faire la dynamisation des départements et que Haïti pourra le camper. Je ne sais pas beaucoup que yo pas fait et que après ça goumé encore à craser, briser dans la rue. Port-au-Prince, que on va joindre encore des politiciens pour mettre ces jeunes dans la rue une nouvelle fois. J'espère
qu'on va voir paraître des hommes politiques et des sénateurs et qui vont élever les débats. Oui, c'est vrai que côté Et mettre qualité les du débat, débats sur le développement du pays, sur les propositions de loi pour justement en arriver à cette dynamisation, à cette exploitation de nos richesses, puisqu'on est dans la misère. Le gouvernement n'a pas d'argent. oui, Il a des projets, mais il n'a pas d'argent. Il arrive avec des caisses vides. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? c'est vrai que le budget il d'Haïti, faut qu'il arrive, il faut l'aider à trouver les voies et moyens de financer ces programmes. Il a des projets, il a des programmes qui sont valables. Et moi, les miens qui sont valables, je pense, la dynamisation des départements, eh bien, que les sénateurs, aujourd'hui, se penchent sur cette dynamisation de leur département. mais est-ce que vous et non arrivez, pas à demander la charité. est-ce que vous êtes arrivé à rencontrer des décideurs publics pour leur proposer ce projet? Bon, je le fais, disons, un peu indirectement. Et je souhaite... Il y a des lettres que je fais qui vont, qui ne vont pas à qui de droit. Et pour leur dire... Et le président lui-même a eu à dire qu'il veut les états généraux sectoriels. Lui-même, il a dit qu'il entend utiliser le tourisme, encourager le tourisme. Il l'a dit. Donc je vous propose, voilà le tourisme que vous pouvez faire, que chacun des départements peut faire et qui va faire l'Haïtien qui est en Haïti pouvoir voyager. Il ne peut pas voyager. Je vois mon fils qui veut aller visiter quelque chose. Il ne peut pas, puis il n'y a pas de route. Il n'y a pas moyen d'aller rien visiter. Ouais. Donc maintenant, les Haïtiens eux-mêmes pourront visiter. La diaspora va visiter. Et maintenant, les autres vont venir. Alors, nous sommes malheureusement vers l'embrasure de cette émission, mais je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'il faut réaliser, qu'est-ce qu'il faut connaître comme secret pour durer jusqu'à 100 ans? Quel est le secret pour avoir 100 ans? Oh non, je pense plutôt, c'est de ne pas y penser. J'ai vécu au jour le jour, je vais me coucher ayant des programmes et des projets pour demain, et demain, j'en ai pour après-demain, et je n'ai jamais... disons que mon programme n'est jamais fini, n'est jamais accompli. Est-ce que jeune vous aviez fumé? Est-ce que jeune vous aviez fumé, vous aviez bu? Non, je dois dire non. J'ai pas... à un moment donné... Sortir faire la fête? J'ai chaud d'avoir un fume-cigarette. De faire un petit coup de fume-cigarette. Mais pas comme fumer, vraiment. Ouais. Et pour l'alcool, une fois de temps en temps ou... Absolument, avec plaisir. Avec plaisir. Et je crois que je disais hier, ce matin à mon fils, et hier, j'ai bu un peu de vin, je vois que j'ai dormi. Avant-hier, je n'avais rien bu et je n'ai pas dormi du tout. Est-ce que peut-être ce ne serait pas bien pour moi de prendre un petit alcool le soir avant de dormir? Alors... Mais une journée dans votre vie, ça se passe comment? Une journée, que faites-vous? Bon, premièrement, j'ai travaillé. J'étais aux éditions des Champs où j'allais tous les jours. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à en ce moment presque. Ah ouais? Il n'y a pas longtemps que j'ai arrêté et disons que j'ai pris ma retraite. Mais je n'avais commencé à travailler qu'à la retraite. C'est à 71 ans que j'ai travaillé. J'ai tout le temps écrit, j'ai tout le temps fait quelque chose, mais je n'ai jamais eu un emploi pour aller à un travail. J'étais avec mon mari, avec mes obligations et familiales. Et par exemple, je vais à Cuba, il est ambassadeur. C'est
lourde responsabilité, Mhm. puisque si je prends qu'on devait faire 2 réceptions, le 31 décembre pour les amis d'Haïti, le 1er janvier pour les officiels. Ouais. Et avec peu d'argent, Pour arriver à tenir il les fallait deux faire risques. les 2 réceptions. Donc c'est dire que j'étais en service, mais j'écrivais toujours pour mon plaisir. J'écris, mais je n'ai pas eu d'emploi. Mhm. Et c'est à 71 ans, Mhm. donc à la retraite, Que vous avez j'ai commencé vu, vraiment à j'ai travailler. rencontré chez Deschamps de groupes d'éducation. J'ai demandé à faire partie du groupe. Mhm. Et ensuite, le groupe des historiens, j'ai demandé à faire partie du groupe. Mhm. Donc, j'allais, Ouais. mais à l'âge de la retraite. Quel conseil pouvez-vous donner à une jeune fille de 20 ans qui n'aime pas lire, qui vous regarde maintenant à la télévision? Je lui dirais que elle perd beaucoup. Sa vie est vide. Si elle ne lit pas, je ne sais pas moi, sa vie, il lui manque quelque chose. Il lui manque. Et elle n'a pas de culture. Mhm. Et moi, je considère que je ne suis pas cultivée, et parce que je ne lis pas assez de livres divers. Mhm. Et comme j'ai toujours quelque chose que je travaille, mes livres sont en général orientés vers ma recherche. Mhm. Sur quoi je travaille, mes livres sont... Orienté Oui. sur... voilà. Je ne lis pas les poésies, Mhm. je ne suis pas intéressé Ouais. aux poésies. Et je peux dire un roman en passant, Ouais. mais je suis toujours dans les livres Sur des thématiques sérieux, et vos lectures sont les dirigées. livres qui concernent mon travail. Absolument. Alors, je voudrais que vous lisiez un passage de votre livre pour qu'on puisse fermer l'entrevue. Que je lise un passage, passage. de mon livre. Ma vie en 4 temps. Et seul dans la jungle politique. Immédiatement, je vois intervention constructive. Je tombe sur ça. Ouais. Intervention constructive. S'il est un reproche bien mérité, c'est celui que m'adresse Marcel. Tu as trop d'opinions. En exil, au fil de nos déplacements, toujours engagé dans des groupes de recherche, je semais, comme le paysan, son petit mille sur le problème palestinien, sur la commission justice et paix, sur les syndicats, sur les coutumes africaines et le mariage chrétien, et évidemment sur l'éducation, dont un rapport à l'UNESCO et une étude sur l'éducation primaire en Haïti adressée au ministre Pierre-Louis. Et c'est justement dans cette étude sur l'éducation primaire adressée au ministre Pierre-Louis que je lui ai dit: le créole est la langue nationale et le créole doit rentrer dans les écoles. D'Afrique étant, dans le rapport au ministre Pierre-Louis, j'ai écrit tout de suite: le créole est la langue nationale et le créole doit rentrer dans les écoles. C'est pourquoi l'Académie et dans l'avant-projet de constitution, j'avais mis qu'il fallait avoir une académie créole pour fixer, et finalement, fixer la langue, sa grammaire, l'orthographe. Et la grammaire du créole. Donc ça, je l'ai écrit d'Afrique étant au ministre Pierre-Louis. C'est le ministre Pierre-Louis, et pas Bernard, non. C'est le ministre Pierre-Louis qui avait mis la question de créole. Ah, on a accordé la paternité au ministre Bernard. Il a écrit aux Normaliennes pour leur demander leurs opinions. Et c'est ainsi que j'ai fait ce rapport sur l'éducation primaire et que je proposais qu'on n'était pas assez pratique dans l'éducation primaire. Et j'avais proposé qu'on ait des modules d'activités pratiques à proposer dans les écoles primaires. Et ainsi,
chaque région pourrait choisir le module qui lui convient et faire que les artisans de ce métier-là puissent même rentrer à l'école, montrer la pratique, qu'on n'avait pas d'un enseignement pratique. Et c'est là-dedans que j'avais proposé des modules d'activités pratiques dans nos pour écoles maîtriser primaires. le créole. Madame Fombron, le créole. nous sommes vraiment vers la fin, mais est-ce que vous avez des regrets? Je reste tellement avec ma vision sur ce qu'il faut construire. Optimiste, que vous n'avez pas le temps de regarder Je ne suis pas vos à regrets. pleurer ce qui n'a pas été. J'essaie de faire que ce qui est devant moi puisse se faire. On doit combattre la misère. La misère, c'est, mes amis, visible que la misère en Haïti, Ouais. on ne peut pas continuer. Ouais. Et quand M. Orcel a écrit sa vie et que j'ai lu ce qu'il a écrit dans les journaux de sa vie misérable, de sa mère qui l'a amené à se soigner et que parce qu'elle ne savait pas écrire, on l'a repoussé avec sa mère pendant qu'il était malade. Tout ça que je lis, je me dis, mais mes amis, ce n'est pas admissible que sénateurs, députés, gouvernements, on ne se mette pas tous ensemble, secteur privé, Pour endiguer cette pour précarité. combattre cette misère. Ouais. Et puisqu'il y a moyen de produire de la richesse. En Donc il Haïti. faut se jeter sur ces moyens de produire de la richesse et mettre ça tout de suite en exécution pour combattre cette misère. Il n'y a pas d'autre moyen que produire de la richesse pour combattre cette misère. C'est votre fameux principe du combit. Ah, évidemment, c'est la combite Ouais. nationale. Le combitisme, c'est pas moi seulement. Hein. La Corée du Sud a envoyé des représentants en Haïti pour nous dire qu'ils étaient plus misérables qu'Haïti, plus pauvres qu'Haïti. C'est la combite qu'ils ont faite avec le mot correspondant de Oui, en la coréen. combite, et on a expliqué comment. Il y a même eu une réunion avec ils organisaient une équipe qui s'était réunie, je me souviens, on m'avait invité, la Corée du Sud. Faites le combitisme, appliquez la combite. C'est Ouais. ce qui nous a C'est ça qui sauvés. peut permettre qu'il y ait un sauvetage collectif en Haïti. Et tu as eu la preuve avec la combite solidarité Ouais. d'Haïti. Donc, pourquoi Ne pas lui-même, reprendre il ce n'a modèle, pas le encouragé renforcer. à continuer dans le même sens? Je pense que c'est ça Qu'il faut faire pour sauver Il n'y ce a pays. pas d'autre voie. Mais est-ce que vous, personnellement, et c'est ça ma dernière question, est-ce que vous avez peur de la mort? Peur de la mort, je sais que elle est inévitable. Elle est inévitable. Et j'espère que Dieu ne me fera pas souffrir beaucoup et que je puisse, comme ma belle-sœur, elle s'est endormie tranquillement. Elle s'est couchée le soir et elle a écrit avec derrière sa photo, je dors. Je ne suis pas morte, je dors. Ah, elle a écrit ça avant. Derrière sa photo. Et je me suis dit, c'est magnifique. On l'a trouvée sereine, endormie. Parce qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup avant de mourir. Oui. Alors, je remplis chaque jour et je me réveille le matin et me dis, oh, bravo, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je planifie ma journée. Ouais. Et je vais me coucher, espérant que je pourrai dormir. Mais comme je vous dis parfois, mon cerveau fonctionne tellement à une vitesse inouïe que je suis obligé de me lever pour aller écrire. Ouais. Si je ne vais pas écrire, je ne vais pas dormir. L'écriture est au centre de votre vie. Merci, Odette Wafombrun, de nous avoir reçus chez vous. Et merci de m'avoir
invité chez moi. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe qui m'a accompagné, Serge Gonzalez, Emmanuel, Émilie, Guito, Fekier qui n'est pas là, mais Delva qui est là, Alphonse qui est là. Une grosse équipe qui est montée à la boule, 10 rencontrer Madame Odette Roy-Fonbrun. Mesdames et messieurs, restez dans le Gardon Bonheur. Je dois vraiment dire ma stupéfaction. Je pensais que c'était une personne qui allait venir m'interviewer et j'ai vu que c'était toute une équipe. Et moi aussi, je vous remercie parce que je ne m'attendais vraiment pas. Une seule personne que je pensais, j'ai dit à ma gouvernante bonne, il y a une personne qui va venir m'interviewer. Ah, mais finalement, il y a eu toute une équipe. Antoine René Lebeau pour le son, une grosse équipe. Merci encore. Merci infiniment. Mesdames et messieurs. Plein succès à la station. Mesdames et messieurs, restez toujours dans le Gardon Bonheur. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette grande dame des lettres haïtiennes, de la culture haïtienne. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.